Bien, bonjour à tous. Je suis bien sûr ravie d'être parmi vous, d'être invitée dans ce congrès. Je suis même honorée dans ce congrès que je trouve remarquable à tout point de vue. Et je remercie vivement les organisateurs pour cette belle rencontre. J'ai un titre qui est relativement large et donc en 20 minutes il va falloir faire des choix et je vais essayer de balayer un petit peu ce qui a été dit précédemment et d'anticiper sur la conférence tout à l'heure dans le domaine de l'auto-immunité. Alors le sujet, c'est comment interpréter les résultats d'auto-immunité, d'auto-anticorps et éviter les pièges diagnostiques. Alors, pour répondre à cette question, j'ai choisi de ne pas me focaliser sur l'aspect analytique et également préanalytique, mais de me placer plutôt du point de vue clinico-biologique. Et je vous propose 5 axes ou 5 notions de base que tout biologiste et peut-être aussi clinicien qui interprète des résultats d'auto-immunité doit avoir présent à l'esprit. Alors, la première de ces notions, elle est très simple et vous la connaissez bien sûr, c'est que la recherche d'un auto-anticorps représente une aide au diagnostic des maladies auto-immunes, mais qu'en aucun cas, et un auto-anticorps aussi spécifique soit-il, ne permet de conclure à la présence d'une maladie auto-immune. Et j'en veux pour preuve, par exemple, les critères de classification. Pardonnez-moi. Voilà, les critères de classification des principales maladies auto-immunes. Vous savez que ces critères de classification sont tous, que ce soit des maladies auto-immunes systémiques ou spécifiques d'organes, elles sont toutes mixtes. Elles associent des critères cliniques et des critères biologiques. Et vous avez ici sur la classification de l'ACR qui a été révisée en 1997, vous avez 11 critères clinico-biologiques, à gauche des critères cliniques, à droite biologiques, avec la recherche d'un auto-anticorps spécifique, et la recherche ici des anticorps antinucléaires qui sont à eux seuls l'un de ces critères. Il faut donc, pour pouvoir classer un patient en tant que lupus, avoir 4 de ces critères parmi les 11 proposés. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin, c'est une classification qui date de 1997, probablement certains d'entre vous n'étaient pas nés, et est-ce que c'est toujours valable ? Eh bien, oui, c'est toujours valable parce qu'en 2019, tous les lupologues se sont réunis autour de Martin Haringer pour proposer de nouveaux critères de classification du lupus. Et ces critères de classification ont quelque chose de très particulier, c'est qu'ils prennent comme porte d'entrée la recherche des anticorps antinucléaires au 80e, pas au 160. Et ça change un petit peu nos convictions. Et si les antinucléaires au 80e sont négatifs, excitent le lupus, ce n'est pas un lupus, mais s'ils sont positifs au 80e, eh bien, on revient à la classification précédente, on va rechercher des critères cliniques, des critères biologiques et revenir à la case précédente. Alors, est-ce que ça veut dire que les antinucléaires, lorsqu'ils sont positifs, signent un lupus ? Vous avez compris depuis tout à l'heure que, bien sûr, non, ces antinucléaires ont une faible valeur prédictive positive et que, en conclusion, s'il n'y a pas de manifestation clinique évocatrice, cette recherche ne peut pas être interprétée. C'est pareil pour d'autres maladies. J'ai pris comme exemple ici les sclérodermies, où on va s'intéresser à des scores à la fois cliniques. Et vous voyez la place des auto-anticorps ici, anticentromères ou SCL70 dont on parlait juste avant, ou RNA pôle 3. Eh bien, ces critères, la présence d'un de ces auto-anticorps, c'est 3 points dans un score de 9. Et ceci a été révisé en 2020.
Et c'est également, c'est également le cas pour la polyarthrite rhumatoïde et pour plein d'autres maladies où ces critères sont à la fois cliniques. Donc, vous avez compris, présent à l'esprit, un auto-anticorps présent ne signe pas une maladie auto-immune en dehors s'il n'y a pas de façon, si ces anticorps ne sont pas accompagnés d'une symptomatologie clinique compatible. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est que les maladies auto-immunes n'ont pas toujours des auto-anticorps. Et donc, certaines de ces maladies auto-immunes peuvent être séronégatives. C'est le cas de la polyarthrite rhumatoïde. Selon les cohortes, vous pouvez avoir jusqu'à 50% de sujets qui n'ont pas de facteur rhumatoïde ni d'anticorps anti-CCP. De la même façon, on l'a peut-être entendu ce matin, la maladie de Basedow, les anticorps anti-récepteurs de la TSH, très spécifiques de cette maladie, mais il y a de vrais Basedow sans anticorps anti-récepteurs décelables. Et puis, donc, elles sont séronégatives à ce jour. Et autre possibilité pour ces maladies auto-immunes sans anticorps, c'est qu'ils ne sont pas détectables par les techniques utilisées par le laboratoire ou par les techniques disponibles pour les laboratoires. Et là, c'est principalement le cas des myosites. Alors, pour anticiper sur la conférence suivante, j'ai choisi l'exemple des myopathies nécrosantes. Ce sont donc des atteintes auto-immunes du muscle qui sont gravissimes et qui sont associées à la présence de deux auto-anticorps que l'on va rechercher, soit un anti-SRP, Signal Recognition Particle, ou anti-HMG-CoA réductase. On va donc rechercher ces auto-anticorps par immunofluorescence indirecte sur cellules HEP2, et là, on sera dans une situation un peu particulière parce que ces auto-anticorps ont une localisation cytoplasmique. Et on sait maintenant, depuis la classification de l'ICAP évoquée tout à l'heure, que la fluorescence cytoplasmique fait partie des antinucléaires à ce jour. Donc on a une fluorescence cytoplasmique avec un renforcement autour du noyau, et ça c'est très évocateur d'anticorps anti-SRP. Si on est en présence d'anti-HMG-CoA réductase, là c'est un peu plus difficile. On est dans une situation où quelques cellules sont suspectes, mais ça n'est pas la même répartition que dans le cas précédent. Alors là, bien sûr, dans ces situations, il faut avoir un contexte clinique ou des raisons objectives de rechercher ces auto-anticorps. Et pour le faire, eh bien, on a des tests multiparamétriques variés, des ELISA, des immunodotes, etc. etc. Et je prends comme exemple les immunodotes Euroimmun, sans vouloir du tout stigmatiser cette société, mais en fait, ce qui est prescrit dans le cas d'une fluorescence cytoplasmique, ou parfois ce que les cliniciens prescrivent, c'est anticorps des myosites, et voilà. Et donc, anticorps des myosites, les biologistes ont des outils, ce sont ces espèces de bandelettes multiparamétriques où il y a des antigènes déposés qui permettent de rechercher ces anticorps des myosites. Mais en fonction des fournisseurs et chez un même fournisseur, eh bien, toutes les bandelettes ne seront pas riches d'antigènes de la même façon. Et vous avez sur ce support, oui, de l'anti-SRP, et si le patient a des anticorps, vous les retrouverez, mais si vous utilisez cette bandelette, vous rendrez un résultat faussement négatif. Vous rendrez aussi un résultat positif dans ce cas. Et bien sûr, si le patient a des anticorps anti-HMG-CoA réductase, eh bien, aucun de ces trois systèmes ne permettra de les détecter. D'ailleurs, très peu de sociétés ont les anti-HMG-CoA sur des tests multiparamétriques. Ils sont habituellement prescrits nommément. Alors, c'est pareil pour d'autres sociétés. Si vous utilisez les réactifs ImTech, vous avez des bandelettes avec quelques petits anticorps de myosite ici, un seul sur cette bandelette, un petit peu plus sur celle-ci, mais vous n'avez toujours pas le SRP.
Et enfin, pour choisir un test de Belgique, DTEC, vous avez différentes bandelettes, mais ici, effectivement, vous avez une bandelette où il y aura le SRP, mais il n'y a pas plus de HMG-CoA réductase. Alors, la moralité de cette histoire, c'est que les maladies auto-immunes peuvent être négatives pour la recherche d'un auto-anticorps, soit parce qu'elles sont séronégatives, soit parce qu'on n'a pas l'outil disponible pour les rechercher ou les informations qui permettent d'orienter le biologiste vers le bon test. Troisième point sur lequel je voudrais insister et qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que des auto-anticorps peuvent être détectés chez les sujets sains. Alors ça a été évoqué précédemment, c'est très vrai pour les anti-TPO, c'est vrai pour les antinucléaires. Et je m'arrêterai juste sur cette étude de 2003 du New England qui a beaucoup intéressé toute la communauté scientifique et médicale parce qu'ils ont eu la possibilité chez des vétérans de rechercher rétrospectivement la présence d'auto-anticorps chez 130 sujets qui ont développé un lupus, comparativement à un groupe témoin, bien sûr. Et les résultats sont très intéressants parce que 78% des patients avaient des anticorps antinucléaires jusqu'à 3 ans avant le déclenchement de la maladie. Ils en avaient parfois plusieurs et les antinucléaires pouvaient être, chez certains patients, détectés jusqu'à plus de 9 ans avant le diagnostic de la maladie. Donc voilà, ça soulève une question. Faut-il surveiller les patients asymptomatiques qui ont des antinucléaires à titre significatif ? C'est une question qui pourra être débattue tout à l'heure, mais qui est hors de mon propos. On pourra éventuellement en parler. Quatrième point, ça concerne la prescription des auto-anticorps dans le suivi et au diagnostic. Ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure et voilà, je voudrais renforcer cette idée, c'est que quand on est dans le cadre d'une maladie auto-immune, c'est vraiment une machine infernale. Au début, au diagnostic, on se demande quel anticorps prescrire. On va prendre le lupus pour être dans la même thématique. Au début, antinucléaire, anti-ADN. Les résultats sont donnés, ils sont positifs, ils participent au diagnostic s'il y a des renseignements cliniques et des symptomatologies évocatrices. On va traiter et on va suivre le traitement. Une fois qu'on suit le traitement, on se repose la question, quel anticorps prescrire ? Et là, au cours des traitements immunosuppresseurs, les anticorps, la répartition des anticorps et la personnalité, entre guillemets, des anticorps évoluent et il n'y a plus d'intérêt à rechercher les antinucléaires, il faut chercher le marqueur spécifique de la maladie, en l'occurrence les anti-ADN, et on va suivre la maladie avec le test spécifique. Alors, c'est vrai donc pour le lupus. Il y a également le cas des ANCA, les anticytoplasmes des polynucléaires neutrophiles. En France, on aime bien au dépistage l'immunofluorescence. À l'international, on aime bien les tests spécifiques d'emblée. Peu importe vos convictions, il faut savoir que si on est au diagnostic, un test de dépistage est tout à fait, par efflorescence, est tout à fait acceptable. Mais si on est dans le suivi, il faut un test spécifique, il faut suivre le marqueur de la maladie, soit l'anticorps anti-MPO, soit l'anticorps anti-PR3, et le suivre spécifiquement. Pourquoi ? Parce que ces taux d'anticorps sont corrélés à l'évolution clinique de la maladie et on en vient à la recommandation qui est de dire que le suivi d'une maladie auto-immune doit se faire avec le même coffret, la même technologie, même fabricant, même laboratoire, si tout ça est possible. Est-ce que c'est possible dans la vraie vie et qu'est-ce que ça pose comme problème ? Alors, je vous propose un cas de suivi d'un patient qui avait des anticorps anti-PR3 positifs au diagnostic, que l'on a suivi de 2000 à 2008. Bon, il a été traité, il s'est amélioré, il rechute, on retraite, il s'améliore, il rechute. Est-ce qu'on a pu,
dans le même laboratoire que nous étions, est-ce que l'on a pu faire ce que je recommande ou ce qui est recommandé par les experts au-dessus de ça? Eh bien, pendant 5 ans, on a utilisé des réactifs EuroIMA ELISA. Pendant un peu plus d'une année, on a utilisé la technologie FADIA. Et puis, pendant le reste, on s'est branché sur la technologie Luminex FIDIS. Alors, vous allez me dire, oui, mais enfin, c'était en 2008, mais si je reprenais d'autres cas entre 2010 et 2020, toujours dans le même laboratoire, eh bien, j'aurai le Luminex FIDIS, la technologie de chimie-luminescence Werfen, enfin bref, voilà. Même technologie, même laboratoire, même technique, c'est un vœu pieux, c'est très difficile dans les laboratoires de le réaliser, on est soumis aux appels d'offres et on ne peut pas se passer de l'évolution technologique et de rester derrière ces avancées. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, les laboratoires qui suivent ces patients vont ressortir les échantillons précédents et les comparer par rapport au prélèvement du jour, et ça pose la question suivante, qui est la question de la stabilité des anticorps lors de la conservation. Et cette stabilité, est-ce que c'est 24 heures à 4 degrés voilà. Est-ce que c'est peut-être préférable d'utiliser les recommandations des fournisseurs qui sont absolument draconiennes de façon à ne pas avoir d'ennui? Eh bien, il y a un article de Higgins qui est paru récemment qui nous aide beaucoup. Ils ont étudié 11 paramètres et 2 tests de screening. Et ce que nous apprend cette étude, c'est qu'à 4 degrés, les auto-anticorps sont stables 8 semaines en moyenne. Congelés, 12 mois ou plus. Les cycles de congélation, décongélation, 3, 6, tout ça, les anticorps résistent. Et ça, c'est très important parce que ça va nous aider dans nos laboratoires comparativement à ce que préconisent les fournisseurs, 48 heures à 4 degrés, congélation 2 semaines, etc. Alors, malgré tout, cette étude, elle a des limites parce que tous les auto-anticorps n'ont pas été étudiés et que c'est difficile d'avoir des anticorps rares en grande quantité. Et d'autre part, ils ont étudié 3 modes de conservation, dont l'une d'entre elles est la congélation à moins 30, et nous n'avons pas beaucoup de congélateurs à moins 30, nous, par nos contrées. Mais peu importe, les informations sont là, et ils ont constaté aussi que le taux d'anticorps lors de la conservation a plutôt tendance à augmenter que l'inverse. Le dernier point, pour terminer, c'est le problème de la standardisation des techniques en auto-immunité. Et je pense qu'il y a très peu de disciplines de la biologie où il y a autant d'unités de mesure différentes et on n'a pratiquement que des unités arbitraires. Donc voilà, il n'y a pas d'unité internationale ou à peine. Ce sont des unités arbitraires, des dilutions, des unités Luminex, des unités de société, Bullmann, Units, etc. La conséquence de tout ça, c'est que les résultats ne sont pas comparables d'un laboratoire à l'autre et même si on ne peut pas se figer au niveau des technologies, il est quand même préférable de rester fidèle à une structure. Les causes d'erreur de l'immunofluorescence, elles ont été évoquées précédemment et c'est vrai qu'on a souligné l'importance de la classification de l'ICAP. Ça, c'est important parce que ça va permettre à chacun de parler un petit peu de la même chose. Donc, il y a un article et un site web qui est accessible à tout le monde et qui est gratuit et qui va répondre aux questions que l'on se pose. Alors, je passe puisque ça a été évoqué par ma consoeur et j'arrive au problème de nos technologies ELISA, immunodote, fluorimétrie, etc., où là aussi il y a un grand nombre de causes d'erreur et parmi les principales, ou celles dont je vais vous parler, c'est la notion d'antigène natif ou recombinant et d'épitope conformationnel. Alors, antigène natif, c'est la protéine dans sa forme originale et il est important qu'elle soit purifiée, mais surtout qu'elle soit fixée sur le support de façon à présenter les épitopes de la façon la plus fidèle possible.
On peut se dire que si on fait du recombinant, on n'a que la séquence d'intérêt, mais non, le problème est le même. Il faut que cette séquence d'intérêt reste dans sa forme originelle et que la technique qu'il emploie ne masque pas les épitopes. Et les épitopes conformationnels, ils résultent de quoi? Eh bien, ils résultent du repliement de la protéine dans l'espace, et de temps en temps, vous avez le rapprochement de séquences d'acides aminés qui vont constituer un épitope conformationnel reconnu par les anticorps de la maladie. Et donc, si la protéine est dépliée, c'est pas bien conservée, eh bien, vous perdez cette information. Alors, pour conclure, je participe avec d'autres à des recommandations concernant l'interprétation des résultats, et notamment en ce qui concerne les discordances, comment rédiger un commentaire en cas de discordance entre l'immunofluorescence, par exemple, et un test spécifique. Alors, bien sûr, il faudra vérifier l'identité des saisies, tout ça, toute cette partie préanalytique, mais quelles en sont les causes? Essentiellement des différences de sensibilité et de spécificité des tests. Vous pouvez rechercher des cryoglobulines et vous pouvez aussi regarder de quoi est constitué votre test, est-ce qu'il contient l'antigène cible ou pas, et puis retenir ce qui a été dit précédemment, c'est que certains auto-anticorps en immunofluorescence ne sont pas très, très faciles à voir alors qu'on les détecte très bien par les techniques spécifiques. Alors que faire? Eh bien, allez voir s'il y a de l'antériorité, allez à la pêche des renseignements cliniques, et un commentaire peut être proposé du style « détection d'anticorps par test de dépistage, sans identification de l'antigène cible, veuillez contacter le biologiste pour discussion du dossier ». Vous pouvez éventuellement rajouter « résultats non interprétables en raison de présence de cryoglobuline » par exemple. Discordance entre deux tests d'identification, eh bien là aussi, c'est ce que j'évoquais précédemment, la sensibilité. 2 diapositives. Je me rattraperai sur la suivante. 2 diapositives, sensibilité, spécificité, la nature des antigènes, etc. C'est ce que j'ai évoqué. Comment peut-on libeller un résultat dans ce cas? C'est vraiment, dans le laboratoire d'auto-immunité, ce sont des situations fréquentes. Eh bien, vous pouvez dire détection d'anticorps anti-X par une technique A, non confirmée par une technique B, à interpréter et contrôler si nécessaire en fonction du contexte clinique. Les résultats à la limite du seuil de positivité, eh bien là aussi on est très embarrassé, et ce sont en général des réactions non spécifiques. On peut rendre un résultat à la limite du seuil de positivité, à interpréter en fonction du contexte clinique et éventuellement à contrôler. Et on peut, si on en dispose, préciser l'incertitude de mesure de la technique en fonction des validations de méthode. Et enfin, la dernière diapositive, les multiréactivités. Les réponses multiples avec des résultats qui ne sont pas cohérents d'un point de vue biologique et clinique, mais que le biologiste voit, eh bien, là encore, vous avez ce qu'il faut faire, et vous pouvez rendre un résultat positif pour plusieurs anticorps évoquant une réaction non spécifique, résultat à interpréter en fonction du contexte clinique et éventuellement à contrôler. Très souvent, ce sont des épisodes infectieux, et si c'est le cas avéré, vous pouvez mettre à contrôler à distance de cet épisode infectieux. Voilà, j'ai terminé. Je vous rappelle donc les 5 messages qu'il faut garder présents à l'esprit lorsque l'on valide de l'auto-immunité. Et je suis venue avec un bouquet de fleurs pour vous, et je vous remercie infiniment de votre attention.